bonjour. Karim? Pablo, bonjour. L'occasion qui nous est de vous rencontrer aujourd'hui, 2 mois quasiment jour pour jour après votre prise de fonction, va vous permettre peut-être de nous expliquer un peu comment vous avez vécu ces 2 premiers mois. C'est un grand changement puisque vous découvrez une fonction que vous n'avez pas occupée auparavant à l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de choses à faire. Comment se sont passés ces 2 premiers mois? Bonjour Karim. Surtout, bon, je voudrais bien présenter la conf de presse d'aujourd'hui. Je crois que ça c'est sain de nous parler, d'avoir de transparence et de faire une actualisation de toutes les nouvelles du club, de toute l'actualité du club. Et je crois qu'une bonne communication entre tous nous, c'est toujours une bonne façon de faire les choses, avoir ce type de respect qu'il y a eu toujours entre tous nous et chercher d'avoir une communication fluide entre nous, c'est une chose importante. Face à la question, oui, c'est un changement. Je suis très content d'être ici. Je dois remercier le propriétaire, Franck Macur, de la possibilité qu'il m'a donnée de pouvoir être le président de cette club. C'est un privilège pour moi. Et c'est aussi une responsabilité très importante, surtout pour l'histoire du club. Il y a des changements de fonction, oui. Je continue encore à faire un côté sportif, que c'est la chose que j'essaie de faire. On a mis le football au centre du projet, mais aussi c'est vrai que la fonction de président, ça occupe beaucoup plus des choses avec lesquelles je me dois habituer. Avec beaucoup de fonctions, je me suis déjà, je crois, habitué. Les premières semaines étaient un peu en prise de fonction, connaître le fonctionnement à l'intérieur du club, chercher de prendre beaucoup d'informations dans une période courte de temps, mais surtout chercher maintenant d'avoir un équilibre entre toutes les fonctions de président. Et je crois que maintenant, je suis un peu à l'aise et je suis un peu en équilibre. Romain? Bonjour Pablo. Vous étiez ici, cette même tribune, pour la présentation de Jorge Sampaoli. Et pour répondre à une question, vous m'avez dit on a la main sur Milik. C'est une formule qui a beaucoup été reprise et qui suscite beaucoup d'attentes parce que du coup on se dit on a la main, c'est bon, Milik est là la saison prochaine. Est-ce que vous regrettez cette annonce qui est peut-être un peu trop forte ou vous confirmez, c'est bon et pas de souci à avoir avec Milik à l'OM la saison prochaine? Bonjour. La question Milik, question Mercato, je crois que dire aux 100 personnes dans la vie que les choses vont se faire, c'est impossible. Je ne peux pas dire que demain je vais être ici avec vous parce que je peux avoir un accident, je peux avoir de tout. Les choses à 100% dans la vie, je n'aime pas prendre des informations ou des positions catégoriques dans la vie. On a le contrôle de Milik, oui. Milik, il est un joueur de l'Olympique de Marseille avec une formule. Si je me mets à expliquer toute la formule, on peut mettre toute la journée, mais c'est un prêt avec une obligation d'achat, avec vinculé à beaucoup de paiements. Dans le moment que tous les paiements sont faits, il est un joueur de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de possibilité du tout que les joueurs retournent à Napoli, sauf qu'on décide ça, mais ça c'est une question pratiquement impossible. Et on a le contrôle de la situation sur le marché de AREC. Flo? Oui, Pablo, bonjour. Du coup, j'ai 2 questions parce que je voulais prolonger celle de Romain. Sur Milik, est-ce que si un gros club comme la Juve se présente, vous avez un accord verbal, un gentleman agreement avec le joueur qu'il peut partir? Dans le football actuel et le mercato, naturellement, pour prendre une décision, ce sont toujours 3 personnes. Le club propriétaire de la licence de joueur, le club qui veut acheter les joueurs et les joueurs. Normalement, et vous savez, dans le foot moderne, tous les joueurs ont beaucoup de contrôle sur les situations, mais maintenant, il faut négocier avec nous. Ce n'est pas un gentleman agreement, mais on tous connaît que dans le football actuel, dans le moment qu'il y a un top club, il y a beaucoup plus de possibilités pour un joueur qui veut jouer dans un top club. Maintenant, c'est actualité, non? Avec toute la question de la Super League, tous ces types de questions, que
tous les joueurs, ils veulent faire quelque chose en plus dans la carrière, naturellement. Et il dit tous les jours qu'il est très content ici d'être avec nous, qu'il est dans un grand club, parce que nous sommes dans un grand club. Mais dans les marchés, il y a toujours ce type de possibilité de finir entre les meilleurs clubs européens. Et ça, c'est toujours une possibilité que c'est ouvert, surtout avec les joueurs qui ont le niveau qu'a Arek. Il n'y a pas en question concrète, il n'y a pas de paroles données, de libérer les joueurs en cas d'une offre d'un grand club. C'est toujours une question de négociation, c'est une question de marché. Et maintenant, on va voir un marché d'été que ça va être très compliqué. Mais l'intention du joueur, dans toutes les conversations qu'on a avec eux, c'est de se prolonger à Marseille, et surtout dans toutes les conversations qu'on a avec lui, même dans des déclarations qu'il a, il est très content ici à Marseille et très focalisé sur les 4 derniers matchs qui seront très importants. Et l'autre question, Pablo, pour sortir des questions mercato, je suppose qu'il y en aura d'autres, ça concerne l'interview que vous avez donnée à El País il y a quelques jours. Je suppose que vous avez été surpris des réactions que ça a suscité en France, notamment chez quelques entraîneurs français. Est-ce que vous pouvez en profiter pour repréciser vos propos et avoir votre sentiment sur pourquoi ça a autant choqué certains techniciens français notamment? On peut prendre sur cette question, non, que c'est un débat aussi ouvert dans le football, dans chacun est libre de poser sa opinion. Ma intention, ce n'est pas de répondre à tout le monde parce que je crois que chacun a une opinion bien précise sur l'évolution du football, sur la réalité du football français. C'était plus une réflexion basée sur la question, des questions très concrètes que je crois que sont intéressantes de se poser beaucoup de réflexions dans le moment actuel. En question, c'est le fait que maintenant nous sommes 8e dans le ranking UEFA. Nous sommes depuis l'Écosse et cette saison, je crois que nous sommes à 7500 points et par exemple l'Israël, c'est à 7000 points. Il faut se poser des questions de pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette position dans un moment actuel qu'avec la réforme de la Champions League en 2024, c'est un avantage d'être toujours dans les top 5 européens comme ranking. C'est une question que je ne cherchais pas d'attaquer, je ne me permets pas d'attaquer le système du coach français, tout le contraire, j'ai beaucoup de respect, il y a de très bons coachs ici en France, mais la question c'est surtout une réflexion en général de pourquoi est-ce qu'on rentre dans cette situation. Cette situation, c'est une situation, je crois, compliquée. Se poser des questions sur le futur du football français, c'est toujours intéressant. Mais je crois que maintenant en France, un des problèmes qu'on a, et je peux répéter ça sans aucun souci, c'est qu'on fait un type de formation très individualiste. On peut rentrer sur des questions particulières parce que je ne vais pas faire ici un monologue sur l'évolution du football français. Mais je crois que surtout le concept plus important, c'est de penser de pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de talents, parce qu'il y a beaucoup de talents ici en France. Pourquoi est-ce que la personnalité de beaucoup de joueurs français, ici dans les championnats, et ici des joueurs qui partent à l'extérieur, ceux qui ont eu la possibilité de travailler en Italie ou en Espagne, tu vis ça dans le moment que tu fais l'intégration d'un joueur français, que c'est toujours un peu différent dans des autres nationalités. Sans dire que c'est meilleur ou c'est pire. Toujours dans ce type de questions, tu vois qu'il y a un individualisme plus fort que dans des joueurs provenant des autres nations. Et là-bas, c'est un moment de se poser des questions. Et selon ma façon de voir le football et l'évolution du football, ça peut être une condition qui pénalise beaucoup l'exportation des coachs français à l'extérieur. Si moi, dans la position de dirigeant d'un club étranger, comme j'ai eu la possibilité et l'honneur d'être à Valence, par exemple, dans le moment que tu vois beaucoup d'individualisme avec beaucoup de joueurs, avec des préparateurs physiques individuels, docteurs individuels, nutritionnistes individuels, parfois tu as la sensation d'avoir un joueur de tennis et pas un joueur de football. Et dans la position d'un dirigeant, beaucoup de fois, tu te poses la question de si dans le passé, il y a de l'argent qui a permis tout ça. Ça, c'est difficile dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, de n'avoir le plein contrôle de beaucoup de joueurs. Et je considère, dans ma position, que ça peut être une condition qui pénalise l'exportation du coach français. Il y a naturellement des autres questions, c'est en date.
Et sur le modèle global du football, beaucoup de gens, non, nous interrogeons sur quel est le modèle français, spécialement parce que le modèle français, ça devient des équipes nationaux, de moins de 16 ans, jusqu'à les espoirs, jusqu'à l'équipe nationale A. Là-bas, je crois qu'on peut avoir une réflexion grande sur le futur du football, sur le style qu'on veut donner à notre équipe nationale. On a eu beaucoup de conversations avec toute la polémique, avec beaucoup d'acteurs importants dans le panorama français, toujours avec tout respect. Et je crois sincèrement qu'on peut se poser beaucoup de questions sur créer un style propre. Et cet style propre, c'est lequel qui nous a permis à beaucoup d'Espagnols de travailler à l'étranger après qu'on a gagné la Coupe du Monde de 2010 ou les différents euros qu'on a gagnés. C'était un quart de présentation très important pour le football espagnol et pour tous les Espagnols qu'on a travaillé à l'extérieur, qu'après ce moment, la vérité, c'est que beaucoup d'Espagnols ont eu la possibilité de travailler à l'extérieur plus facilement. Nico. Certains l'ont même avancé, acté. Le rendez-vous d'aujourd'hui, pour certains, ça pouvait être aussi l'objet de cela. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Ça, c'est un sujet dans lequel je suis surpris, non? À dire la vérité, j'ai lu beaucoup de choses sur la conf d'aujourd'hui, que c'est pour annoncer quelque chose, c'est analyser l'actualité du club surtout. La question d'en vente, on prend toute la succession des actes, non? Depuis janvier, notre propriétaire, il a fait un communiqué. Je ne vends pas le club. Il est venu ici. Il a bien communiqué dans tous les différents entretiens que le club n'est pas en vente. Avec tous les supporters. Il a bien communiqué avec tous les supporters et il a dit à tous les groupes de supporters ici à Marseille, le club n'est pas en vente. Je vais me pérenniser ici encore pour faire un projet. Dans mes conversations individuelles avec lui, c'est toujours en parlant du futur. Je crois qu'ici, il y a beaucoup d'intérêt, non? En des choses, on a parlé du football. Ici, il y a beaucoup d'intérêt de beaucoup de gens qui veulent ou déstabiliser ou chercher de mettre toujours des paliers contre un procès de stabilisation au club qu'on veut mettre en place. Je crois que ce sont des questions peut-être intéressées. Et surtout, j'ai découvert qu'il y a une façon de faire du business ici en France avec beaucoup d'intermédiaires qui veulent se mettre dans les milieux des situations pour chercher d'attirer de l'argent, pour chercher d'avoir un pouvoir d'influence. Pour le moment, le club n'est pas en vente. Et il y a une question que je vais aussi dire, non, dans toute la question du respect. C'est que maintenant, ça sert pour le futur. Quand un club est en vente et quand il a un procès de vente imminent, normalement, dans mes expériences, ça ne sort rien dans la presse et ça ne sort rien publiquement. Benjamin. Président, vous travaillez et vous avez déjà travaillé sur la refonte de l'organigramme du club. Je voulais savoir si Basile Boli avait toujours une fonction d'ailleurs au sein de cet organigramme-là, et si vous comptiez éventuellement vous appuyer sur d'autres anciens joueurs de l'Olympique de Marseille dans les semaines ou les mois à venir. L'histoire du club, c'est très important. Et le respect pour les anciens joueurs, c'est une des questions que, personnellement, c'est une chose dans laquelle je vais faire beaucoup d'attention. Surtout parce que je crois que le club doit respecter les gens qui ont tout donné pour le club. C'est important de respecter tous les anciens joueurs. J'ai des différents rendez-vous avec de l'agent proche aux anciens joueurs, ça c'est un process. Mais notre intention, c'est d'intégrer dans la structure, dans la vie du club, beaucoup d'anciens joueurs. Dans le rôle précis de Basile Boli, comme vous savez, il a en fonction au club. Il va continuer à collaborer, à coopérer avec le club. Il va travailler avec des différents projets à l'intérieur du club et c'est une question avec lesquelles on va travailler avec de la continuité. Et surtout, je crois que dans un club comme l'OM, tout le monde doit avoir son espace. Naturellement, dans les acteurs fondamentaux du club, sont les anciens joueurs qui ont toujours une parole à donner et c'est important pour nous aussi de leur écouter. Adrien. On entend souvent
Sampaoli parlait de sa philosophie de jeu. Vous, en tant que président de l'Olympique de Marseille, quelle est votre philosophie? Bon, la philosophie, c'est une bonne question parce qu'à notre intérieur, tous nous, on a une vision du football. Je crois que ça n'importe rien dans le moment que tu es à l'intérieur d'un club. Tu peux avoir ta idée précise du jeu. Beaucoup de fois, non, j'ai externalisé dans des entretiens des idées de jeu que j'aime. Il y a beaucoup de clubs avec lesquels je me suis identifié, surtout les équipes collectives. Mais dans un club comme l'Olympique de Marseille, tu dois adapter ta philosophie de jeu dans une ville et dans la structure du club et l'identité du club. L'identité du club et l'histoire du club, c'est plus grand que nos idées, que nos projets de jeu. Et je crois que dans toute la façon avec laquelle on voit le football, il faut que nous nous adaptons ici à la ville, au club, à nos supporters, à la philosophie du club, que ça c'est une philosophie qui s'est fait pendant l'histoire. Identité de jeu à Marseille, je crois que ça c'est clair. On doit être propositif, on doit être agressif, on doit être une équipe qui te porte à avoir des émotions. Je crois que ça doit être une équipe solidaire, parce que la ville, c'est une ville solidaire. Le club, historiquement, c'était un club solidaire. Je crois que c'est surtout une façon de jouer très collective, parce qu'on doit avoir ces façons de jouer qui aillent l'identification du public, qui aillent l'identification de tous nos supporters et que nous sommes contents de voir notre équipe. Bruno? Oui, bonjour Pablo. Deux petites questions. On vient de parler de la vente et du côté économique. Il y a des clubs français qui sont en grande difficulté d'un point de vue économique avec la crise notamment. Est-ce le cas ou pas de l'Olympique de Marseille? Voilà. Est-ce que financièrement tout va bien ou est-ce que c'est compliqué, voilà. Tous les clubs, je crois que pas seulement en France, il y a peut-être des exceptions maintenant en Espagne, dans les petits clubs en Espagne qui ont une dépendance en 90% plus ou moins des droits de télé dans leur budget. Sauf ce type de clubs qui ont une dépendance des droits de télé dans les budgets très importants, tous les clubs en général nous sommes en difficulté. Et sauf aussi l'Atalanta qui hier il a fait un facturé, j'ai vu dans la presse, un positif de 51 millions d'euros. Mais félicitations pour ça, dans un moment comme l'actuel. La situation dans le football français, c'est encore plus compliqué. Pour toute la question des droits télé, pour toute la question de l'insécurité, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les prochains triennes comme droits de télé 2021-2024. Il y a beaucoup d'insécurité. Dans le football actuel, on a vu la position de difficulté de beaucoup de clubs. Je profite de la situation pour donner tout mon support à tous les salariés de Bordeaux qui passent pour une situation difficile. Il faut être, dans le moment actuel, il faut être entre tous nous solidaires. Cette situation, à titre individuel, à l'OM, naturellement, dans un club qui a des revenus très importants dans les match day, dans les stades, parce qu'ici, notre stade, ça nous génère beaucoup de l'argent en entrée. Ça, c'est une situation que c'est difficile à gérer. Pour ça que tous ces contenus de Super League, tous ces contenus de beaucoup de mouvements maintenant pour chercher la direction du football, nous nous posons beaucoup de questions sur la soutenabilité, sur la pérennité du football dans le moment actuel, que c'est compliqué. La situation, ce n'est pas une situation critique, tout le contraire, parce qu'on a un propriétaire qui est très solide financièrement, et ça, c'est une chose qu'on doit remercier. À dire la vérité, nous sommes bien sûr avec un propriétaire comme Franck McCourt, qui nous donne tout son support et même qu'il a apporté beaucoup d'argent au club. Mais la situation du football, ça, c'est une situation très difficile dans le moment actuel avec lequel tous les acteurs du football, on doit réfléchir ensemble. Jean-Claude? Je voulais rebondir sur l'organigramme. Vous avez, avant de penser aux anciens, vous avez quand même nommé quelques personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces gens, à la fois à la cellule de recrutement ou au centre de formation? Et voilà. Après, j'ai une deuxième question. Il y a une restructuration, oui, dans la cellule de recrutement. À titre sportif, on a fait des changements avec nombreux en commission sportive, avec Nasser, Mathieu Bouche-Pillon et aussi avec David Friot comme directeur technique du club. Avec les changements de David, on a été obligé naturellement à chercher un nouveau scouting manager. On a eu la fortune de nommer
Mathieu Lujan, que c'est une personne vraiment entre les plus compétentes ici en France, avec de l'expérience internationale, et vraiment, il va être une personne très importante pour le futur du club, parce qu'il a beaucoup de compétences dans les domaines. Il est entre les meilleurs recruteurs français. Et dans la question du centre de formation, on voulait mettre en place avec les nouvelles organigrammes et les nouvelles structures un département vraiment dédié à la méthodologie du travail. On a discuté sur la question des modèles de jeu, identité, comment est-ce qu'on peut sortir des marques critiques à la formation, et je crois que c'est donné beaucoup de force à la méthodologie. Pour ça qu'avec Jean-Claude et avec Denis, ce sont des personnes qui vont nous aider beaucoup à mettre en place un projet de jeu, un projet technique, un projet méthodologique. Et je crois qu'il faisait qu'on donne beaucoup d'importance à la création d'un département méthodologique. Ma deuxième question, ça fait 2 mois donc, que vous êtes président de l'OM, et ça fait 2 mois que Jacques-Henri Hérault ne l'est plus. Et comment vous êtes en relation tous les deux? Bon, la première chose, si je suis ici à l'OM, c'est merci au propriétaire et aussi à Jacques-Henri, parce qu'il m'avait choisi dans tous les procès de recrutement. Et dans ma vie et dans ma éducation, toujours la personne qui te donne une opportunité, je dois toujours remercier. Ça, c'est une question d'éducation, et ça, c'est une question que ça me donne l'éducation qu'ils m'ont donné mes parents, non? Avec combien de fois est-ce qu'on parle? Chaque fois que maintenant il y a quelques questions sur les instances pour transmettre l'opinion du club, c'est une opinion très coordonnée, que ça part du quotidien du club pour chercher de mettre notre opinion à l'intérieur des instances. Et spécialement, il a la fonction de vice-président du conseil de surveillance, qu'encore on n'a rien échangé sur ces sujets parce qu'il n'était pas aucune question soumise au conseil de surveillance. Et dans la question de représentation dans les instances, c'était de transmettre l'opinion du club dans le quotidien qu'il est en train de faire ce type de travail. Gilles? Oui, bonjour Président. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global, s'il vous plaît, sur la situation de certains de vos joueurs? Est-ce que vous êtes toujours en discussion, notamment avec Florian Thauvin et Jordan Amavi, pour une éventuelle prolongation? Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des décisions actées également concernant des joueurs prêtés, que ce soit des joueurs que vous avez prêtés à d'autres clubs ou des joueurs qu'on vous a prêtés? Faire des valutations à 28 avril, nous sommes 28 aujourd'hui, sur les joueurs en prêt. Il y a quelques idées, naturellement. Il y a quelques joueurs qui sont prioritaires, mais il y a toujours une possibilité ouverte à démontrer pendant les 4 prochains matchs, et aussi avec la possibilité pour tous les joueurs qui ont un prêt d'avoir ces possibilités, que c'est le cas de Kevin, qui est en train de faire une très bonne saison à Genoa. Les derniers matchs, il a fait un assist, ou de Nemanja Ertaverlang, avec lequel les derniers matchs, il est rentré 45 minutes. Que bon, il rentre quelques matchs comme titulaire, il a joué quelques matchs comme substitut. C'est toujours une période pour faire des valutations, naturellement, qu'on a une idée sur beaucoup de joueurs. Sur les prolongations du contrat, la question de Florian, de Jordan, ce sont des questions avec lesquelles on avance. Je crois que si nous sommes encore en conversation, ça c'est un signal positif, ou très positif. Et on continue à discuter avec eux. Je suis plutôt positif dans le moment actuel, mais il faut rappeler que la situation de tous les joueurs en fin de contrat en Europe, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tous les clubs ont des difficultés. On a un marché que ça a changé radicalement, avec beaucoup de situations que les joueurs ils vont réduire des salaires. Et comme tous les joueurs de football, avec une prolongation dans les derniers rangs de contrat, tout le monde ils s'attendent beaucoup de salaires, peut-être dans les mêmes clubs ou ailleurs. Et ce sont des négociations que cette saison, si on doit parler du timing, je sais que pour vous c'est plus compliqué de vous adapter au timing actuel, mais il faut penser que la saison actuelle, le timing de toutes les prolongations de contrats, de tous les transferts, de tous les prêts, ça va être complètement différent. Mathieu? La situation financière, et c'est vrai qu'elle est compliquée comme énormément de clubs français. À côté de ça, on te sent quand même très ambitieux dans la construction de ton effectif, les prolongations, même
le recrutement de pépites comme le petit Almada là, en Argentine. Ou, voilà, on sent qu'il y a vraiment une volonté de construire un effectif intéressant où Lirola et Balerdi. Et alors, comment vas-tu faire en fait pour joindre cette situation financière qui est compliquée avec tes ambitions? Est-ce que tu dois vendre d'abord ou est-ce que Franck McCourt t'a assuré peut-être des moyens pour recruter cet été? Penser à comment faire du football dans les périodes actuelles, c'est compliqué, mais c'est toujours compliqué de faire votre travail ou le travail quotidien à beaucoup de personnes. Non? Je crois que dans le football actuel, si on doit demander à nos propriétaires de différents clubs européens un effort économique dans le moment actuel, ce n'est pas le moment. Je crois qu'aucun propriétaire maintenant est en disposition de donner des moyens exceptionnels. Mais je crois que ça forme part aussi de la réflexion générale qu'on doit nous faire dans le monde du football actuel, que c'est lequel qu'on doit faire du football dans nos possibilités. Si demain on a un budget de 100 millions d'euros, je dois faire une équipe de 100 millions d'euros. Ça, c'est la logique. Et ça, c'est aussi la responsabilité que tu dois avoir comme dirigeant. C'est ambitieux de penser ça dans le moment actuel. Oui, peut-être, mais nous sommes des personnes ambitieuses. Le coach, il est très ambitieux. Personnellement, dans ma vie, toujours, je suis été ambitieux. Toute notre structure technique est ambitieuse. La question, c'est comment faire du football dans le moment actuel avec les moyens que tu as en disposition. Et l'Olympique de Marseille, c'est un club qui sera entre les clubs plus forts en France au niveau des budgets, surtout pour toute la question liée au stade, à l'histoire du club, à la question des sponsors, qu'on a très bien travaillé dans ce domaine. Et aussi, ça c'est lié naturellement à la vente des joueurs. Dans le moment actuel, je me rappelle, il y a 7 ans, 8 ans, qu'on considérait tout le monde la vente d'un joueur comme un revenu extraordinaire. Malheureusement, dans les derniers temps, pour faire tout le bilan, pour faire toute la comptabilité dans un club de football, le transfert des joueurs, c'est des fois un revenu ordinaire. Et à être sincère, je considère la vente des joueurs pas comme une question où on perd pour les clubs ou on perd de possibilités sportives ou de performances sportives. Je considère ce type de vente des joueurs comme une possibilité. Et la vente des joueurs, toujours, c'est important si tu sais bien investir l'argent après. Et dans les moments actuels, on doit trouver l'équilibre entre des ventes des joueurs et même à gérer des ressources propres à l'intérieur du club pour faire un marché intelligent et créatif. Fares? J'ai deux questions. Pour le prochain mercato, dans quel secteur comptez-vous vous concentrer principalement? Et ensuite, est-ce que, bon, Steve Mandanda a 36 ans, est-ce que vous avez prévu une doublure au moins pour la saison prochaine? La dernière question, j'ai compris de Steph, la dernière parole, c'était ça. Est-ce que vous avez prévu une doublure ou un remplaçant pour Steve Mandanda l'année prochaine? Ou une doublure? OK. Sur la question, je retourne sur la question de comment renforcer l'effectif, dans quelle position. Naturellement, nous sommes dans une situation qu'on a beaucoup de joueurs en prêt, comme vous savez. On a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat et la situation logique, beaucoup de joueurs ils ne vont pas se prolonger dans la situation future du club. Et on doit faire un effectif avec beaucoup de nouveaux joueurs dans des différentes positions. Mais je crois qu'on doit chercher de nous adapter au profil technique demandé par les coachs et ça va être dans des différentes positions, pas des positions en concret. Nous sommes plus focalisés. Maintenant, notre intention fondamentale, c'est lequel de donner beaucoup de profils adaptés à l'idée que les coachs veulent mettre en place pour la prochaine saison. Ça, c'est une chose importante si on parle de mercato. Sur la question du gardien, la prochaine saison, on a sous contrat encore Steph, on a sous contrat Simon, et notre intention, ça va être possiblement de chercher une autre gardien dans le marché. Luis? Oui, bonjour. Ces dernières années, l'OM s'est fortement engagé sociétalement dans la ville avec l'OM Fondation. Aujourd'hui, vous voulez remettre le foot au centre du projet. Est-ce que ça remet en cause ces engagements et les financements notamment de l'OM Fondation? Tout le contraire.
surtout parce que je considère qu'un club comme l'Olympique de Marseille, avec toute l'importance et toutes les liaisons qu'il y a entre la ville et le club, on a un objectif social, on a une responsabilité sociale, on a une responsabilité sur les actions sociales à faire en ville et ça va être un pilier important. Un club de football, c'est important de remettre le football au centre du projet et à faire des pensements basés sur le football, mais ça ne met pas, mais sans doute, la question sociale parce que dans le monde actuel, dans la situation actuelle, et les clubs que nous sommes un club très lié à la ville et très lié à las actions sociales, jamais ça sera mis en doute. Karim. Alors, une longue question, parce qu'il y a deux petites questions dedans. Déjà, savoir quelle est l'importance pour l'Olympique de Marseille de se qualifier pour une Coupe européenne par rapport au prochain mercato. Est-ce que c'est vraiment important ou le fait de ne pas disputer la Ligue des Champions qui génère le plus de revenus, du coup, ça priorise un peu moins la qualification européenne. Et vous avez parlé en tout début d'un mercato qui sera très compliqué. Est-ce que c'est le moment d'aller expérimenter des championnats peut-être un peu moins connus, aller voir en Ligue 2 en France, des trucs comme ça? Alors, on peut parler sur la Coupe européenne. On a la responsabilité face à nos supporters de jouer les Coupes européennes. Ça, c'est notre responsabilité comme club. Naturellement que si tu joues la Champions League, ça fait des revenus au club très importants. On peut parler entre sponsors et jouer la phase de groupe de la Champions League. On peut parler d'un enveloppe générale autour de 45-50 millions d'euros. C'est un enveloppe naturellement très important. Jouer l'Europa League, c'est aussi important pour une question liée au stade et une question liée aussi aux droits de télé que ça te génère l'Europa League dans un moment incertain. Ce sont toujours importants et jouer la Conference League, ça te donne un petit enveloppe. Notre objectif, c'est d'utiliser ces 4 matchs comme s'ils seront 4 finales. Ça, c'est un objectif parce qu'on veut aller à la 5e position. On veut arriver à la 5e position. Ça, c'est compliqué, surtout parce que Lens et Rennes sont très solides. Ils sont dans une série aussi de matchs comme la nôtre, très positifs et ça va être une saine compétition et très jolie. Mais nous, on fait du football pour faire ce type de compétition, avoir ce type d'espoir et d'être compétitif, non? Et sur la question de chercher des différents types de mercato, c'est lié aussi à la coupe, à la participation en Europe. Naturellement, si tu joues à la Champions League, tu as beaucoup plus de possibilités d'attirer des joueurs. Pas seulement dans une question financière, mais aussi pour une question de visibilité. Si tu joues l'Europa League, tu as beaucoup plus de possibilités d'attirer un autre type de joueurs que sans jouer l'Europa League. Ça, c'est une condition et ça, c'est une conséquence normale du football actuel. Sur rechercher dans des marchés secondaires, écoute, j'ai toujours pensé que la Ligue 2, c'est un championnat très intéressant pour rechercher des joueurs. Mais il ne faut pas se donner des obligations de rechercher dans des championnats mineurs. Nous sommes l'OM, on a beaucoup de pression. Il faut trouver des joueurs qui sachent jouer avec la pression. Il faut trouver des joueurs exigeants. Il faut trouver des joueurs habitués à un certain niveau, parce que ça, c'est toujours important. Il faut mélanger, il faut trouver l'équilibre. Je ne suis pas fermé à aller dans des championnats mineurs, mais ici, ce n'est pas une religion. Je crois qu'ici, c'est une question de bien mélanger, bien de trouver l'équilibre, parce qu'on a une responsabilité et on a une exigence de nos supporters et de toute l'ambiance, que c'est toujours de faire des équipes compétitives. Je crois que si on prend seulement des joueurs qui viennent des championnats mineurs, c'est plus difficile de faire des équipes compétitives. Ça, c'est la logique maintenant du football. Et jouer un certain type de match avec un certain type de pression, c'est toujours important. Romain. Vous avez parlé de la Ligue des Champions qu'offrait Plamara. Est-ce que, voilà, un an de la fin de son contrat, vous vous dites on est à la merci d'un gros club qui peut faire une offre? Et est-ce que l'idée, c'est peut-être d'arriver, comme vous avez fait à Maxime Lopez, de lui dire, fais un geste pour le club, prolonge, que le club puisse s'y retrouver s'il y a offre? Maxime, il a très bien se comporté avec le club. Je remercie dans différentes occasions. Si je prends l'opportunité aussi à faire, parce que c'était un signal de respect. Et tout le monde qui
qu'ils respectent le club, ils se méritent mon respect. Après, sur la question de Bouba, c'est une question qu'on peut dire qu'avoir un joueur en fin de contrat en 2022, c'est toujours une situation avec laquelle on n'a pas une protection totale sur le futur des joueurs. On a parlé beaucoup avec l'entourage, avec ses agents, etc. Il a bien dit, les conclusions qu'on a eues dans ces conversations, que c'était de nous focaliser à bien finir la saison. Et après, quand il va finir la saison, on va nous aider encore à parler, à discuter, à trouver la meilleure façon. Si on peut prolonger, on peut continuer ensemble. S'il faut se projeter dans les marchés, naturellement. Ici, c'est une question toujours de marché. Les marchés, personne ne connaît ce qu'on va vivre dans l'été. Je crois que ça va être un marché très compliqué, surtout parce qu'il n'y a pas de l'argent en circulation. Maintenant, quand on parle entre les clubs, on cherche de nous actualiser dans les différentes questions du marché, aucun prend de décision. Et maintenant, ça c'est ici une situation que les joueurs ils vont finir par comprendre que le moment, c'est un moment particulier. Notre intention, continuer à parler avec Bouba. Il est un garçon formé au centre de formation, il est un garçon qui aime le club, qui aime Marseille, et on doit continuer à discuter, on doit continuer à trouver la meilleure des solutions, que ça passe pour nous aussi, pour chercher de voir si on peut prolonger ce type de contrat. Flo. Pablo, j'ai deux questions. La première sur les supporters. Juste après votre nomination en tant que président, vous avez retravaillé cette convention qui donne un peu plus pas de poids, mais qui redonne un petit peu de valeur aux supporters parce que la période avait été compliquée. Et vous parliez notamment d'une réflexion sur les fumigènes. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi porte cette réflexion et est-ce que ça veut dire que vous allez fermer les yeux si parfois il y a quelques utilisations de fumigènes lors de gros matchs notamment? Il faut rentrer toujours à l'intérieur de la légalité. Je crois que ça, c'est la question plus importante. C'était important de faire retourner en saine relation avec les supporters. J'ai dit plusieurs fois que l'OM ne peut pas vivre sans ses supporters et maintenant, dans un moment comme l'actuel, qu'ils ne sont pas au stade, il faut être très sensible avec la situation. Il y a beaucoup de questions à l'intérieur de ce type de la nouvelle convention avec les supporters. C'est une meilleure communication, c'est une ouverture du club, c'est de faire participer un peu plus à tout le monde, à tous les supporters dans la vie du club, chercher d'avoir une meilleure communication, plus de transparence dans nos relations, chercher de travailler tout le monde dans la même direction. Après, il y a toujours la question des fumigènes. Les fumigènes, dans un saison normale, c'est un coût économique pour le club très élevé. On doit comprendre la ville. On doit comprendre que Marseille, c'est une ville de port, c'est une ville de mer. On sait comment nos supporters ils aiment les fumigènes et ça rentre dans quelque façon spéciale l'ambiance les jours de match ici au Vélodrome, mais il faut toujours rentrer dans la légalité. Il faut trouver entre tous nous, dans les bonnes relations avec les supporters, la façon de rentrer dans la légalité, de pouvoir faire ce qu'ils s'amusent à faire, mais dans un contexte légal qu'on peut tout le monde respecter les autorités. Bruno. Ah, pardon, excuse-moi. La deuxième question, Pablo, qui peut paraître délicate, mais elle est très sérieuse de ma part. En Espagne, on est totalement décomplexé par rapport au fait qu'un dirigeant du Barça ne souhaiterait jamais une victoire du Real Madrid en Coupe d'Europe, etc. Vous connaissez la rivalité Marseille-Paris. Est-ce que vous estimez que ce serait bien pour le foot français que Paris gagne la Ligue des Champions, ou est-ce que vous avez la franchise de dire non, moi en tant que président de l'OM, club rival, je ne veux pas que le PSG gagne la Ligue des Champions? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est difficile. Moi, aujourd'hui, je suis le président de l'Olympique de Marseille. Et normalement, j'ai des codes de football et je suis une personne de football. Et moi, je suis le premier qui respecte la rivalité. Et ici, à l'OM, tu dois comprendre la culture du club et respecter la rivalité. Bruno.
Pablo, on a parlé tout à l'heure rapidement, vous avez consolidé l'encadrement au centre de formation, vous avez parlé de la méthodologie. Est-ce que ça veut dire que dans le recrutement, ça va être aussi différent ou pas? Voilà. Est-ce que ces derniers temps, l'OM se concentrait beaucoup sur le bassin marseillais ou sur la région? Est-ce que ça va évoluer ou pas? Déjà, ça c'est ma première question. On peut développer ici en question, non. Dans un projet de centre de formation, on peut mettre au milieu beaucoup de questions. Il y a des clubs qui mettent la méthodologie au centre de projet. Il y a des clubs qui mettent le recrutement au centre de projet. Ici, notre intention, c'est lequel de mettre les joueurs au milieu du projet. Et leur donner une méthodologie et recruter les joueurs d'accord en un paramètre général du club, basé dans des conditions techniques et physiques. À niveau régional, je crois qu'un club sérieux, et si tu veux faire un projet crédible, tu dois être très fort en ville. Ta crédibilité, c'est le recrutement des plus petites en ville. Nous sommes en train de faire des relations entre les clubs amateurs, de chercher d'avoir beaucoup de bonnes relations avec beaucoup de clubs en ville, parce que notre objectif, c'est lequel toujours de recruter les meilleurs joueurs ici en ville. Je considère que ça, c'est fondamental. Et je considère que tu ne peux pas aller recruter un joueur en Suisse ou en Afrique si tu n'es pas crédible dans ta propre ville. Pour moi, ça, c'est une question sincèrement fondamentale. Après, c'est normal, tu es dans un pays très riche à niveau de recrutement. Si tu es fort dans une équipe de plus petites, qu'ils jouent entre eux, parce qu'un jeune joueur, c'est une chose toujours importante. Un jeune joueur, comme il fait beaucoup plus de développement dans sa carrière, c'est s'il s'entraîne tous les jours avec les meilleurs. Si tu as un niveau d'entraînement dans le quotidien très haut, entre des très bons joueurs, ça va te permettre de progresser plus rapidement. Après, il y a un niveau d'exigence. Dans le moment que tu peux faire un recrutement à niveau national, que maintenant on commence à signer tous les accords de ANS avec des différents joueurs dans le territoire national, ce groupe que tu as fait très fort dans les plus petits avec des joueurs de la ville, tu dois mettre des joueurs à niveau national, qui arrivent, vous connaissez, ici en France, avec 15 ans. Après, avec 16 ans, tu as la possibilité de recruter des joueurs internationaux. Et avec 18 ans, tu as la possibilité de faire entrer aussi dans la post-formation beaucoup de joueurs internationaux qui viennent de l'Amérique du Sud, de l'Asie ou de l'Afrique, parce que la réglementation FIFA ne permet pas de recruter des joueurs de moins de 18 ans. Je crois que ça, c'est un type de procès, mais ça commence toujours pour la base. Ça commence toujours pour les plus petites. C'est pour ça que tu dois être très fort à recruter en ville. Et ma deuxième question, c'est aussi l'un des débats actuels au niveau du foot français. Faut-il passer à 18 clubs, voire moins en Ligue 1? Quel est votre regard là-dessus et votre avis en tant que président de l'OM? Maintenant, nous sommes dans un procès qu'il faut toujours réfléchir pour le futur du football. Il y a beaucoup de questions dans mon sentiment qu'il faut placer sur la table. La première question, on joue beaucoup de matchs. On joue beaucoup de matchs. Les joueurs sont les acteurs plus importants dans les clubs. Et pour trouver l'équilibre et pour trouver une bonne distribution salariale à l'intérieur d'un club, je crois qu'en général, la tendance dans le foot européen et le foot français, ça va être en réduction du nombre de joueurs dans les effectifs. Et ça, c'est une des choses qu'on veut mettre en place, de faire une réduction des joueurs. Dans les moments que tu veux mettre en réduction des joueurs dans l'effectif, ma considération personnelle, c'est lequel qu'on joue beaucoup de matchs dans une saison. Je crois que le futur du football, ça passe pour une réduction des équipes dans les championnats. Ça va rendre plus attractifs tous les différents championnats parce que surtout, et vous savez, on a parlé maintenant des chiffres économiques quand ils jouent en Europe. Maintenant, la participation étable dans des compétitions européennes, c'est lequel que ça permet de faire beaucoup agrandir la situation économique d'un club. Mais je considère maintenant que notre position, c'est lequel qu'on joue beaucoup de matchs pendant une saison. Et en réduction du nombre d'équipes dans les championnats français, ça peut être plutôt intéressant, surtout pour réduire le nombre du match et chercher d'améliorer un peu la compétitivité du championnat. Je me suis enamoré du football international, merci à un championnat de 18 clubs en Italie. Maintenant, peut-être que tout le monde que nous sommes dans la salle, nous sommes d'accord
que les derniers ans, les championnats plus amusants, non, par regarder dans la télévision, peut-être la Bundesliga, avec 18 équipes qui jouent 34 matchs pendant une saison. C'est un championnat beaucoup plus ouvert, c'est un championnat beaucoup plus attractif. Je crois que la tendance naturelle dans les top 5 des championnats européens, ça va être de chercher une réduction et sans un débat ouvert dans les différentes ligues du top 5 en Europe, sauf en Première Ligue, qui encore ne se sont pas posé la question. Mathieu. Moi, aligné sur ça avec Jacques-Henri Hérault, qui lui était un grand partisan de la Ligue 1 à 18. Il l'a répété à plusieurs reprises. Voilà, donc pour toi, il n'y a pas d'incertitude. La position de l'OM, c'est vraiment Ligue 1 à 18, quoi. Oui, c'est de chercher en réduction, surtout pour chercher d'améliorer les championnats, chercher d'attirer beaucoup plus d'attention sur les championnats dans un moment qu'on doit chercher d'attirer l'attention sur les championnats dans un procès de pleine négociation des droits télé. Et on doit chercher surtout de voir comment est-ce qu'on peut respecter les acteurs prioritaires de ce type de championnat. Vous avez vu les demi-finales de Champions League hier soir. Vous avez vu les finales de beaucoup de championnats. Ils nous donnent la sensation, dans une saison très particulière, que les joueurs ils arrivent en difficulté. Et pour le bien du spectacle, et maintenant que nous nous posons beaucoup de questions de comment faire plus attirant, plus émotionnant, plus intéressant à la fin, non, le football, je crois que faire une réduction du nombre de matchs, ça sera important. On a vécu une saison avec des semaines avec les équipes internationales à 3 matchs. Compétition européenne. Ici en France, les championnats s'arrêtaient, mais en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, ils ont joué jusqu'à pratiquement août. On doit respecter les acteurs. Et je voulais te demander juste sur Lirola et Balerdi. On sait que c'est des joueurs que tu aimerais avec le coach conserver la saison prochaine. Est-ce que déjà vous avez une priorité par rapport aux clubs qui vous les ont prêtés pour les recruter? Et est-ce que tu as commencé vraiment à avancer sur cette question-là? Oui, depuis la communication avec les agents de nos joueurs, c'est stable. Dans la situation de Léo et de Paul, on a une communication ouverte avec ces agents et maintenant nous sommes dans une période où on a des conversations pratiquement tous les jours pour chercher de comment faire les dossiers. Parce que maintenant, je crois que la classique façon on lève une option d'achat, aucun club en Europe, pas faire une négociation facile comme ça. Il faut trouver un point d'équilibre entre le club vendeur et le club acheteur. Il faut trouver la façon avec laquelle on peut affronter des opérations parce que la vérité, c'est que nous sommes très contents avec Paul et Léo. Benjamin, pardon. Pour revenir sur votre réponse précédente, vous parliez de réduction de joueurs dans les effectifs. Est-ce que vous êtes, vous, favorable aussi pour établir un salary cap à l'Olympique de Marseille, par exemple, pour réduire aussi la masse salariale? Je crois que établir un salary cap en général dans les championnats, c'est une décision individuelle de chacun. Non? Je suis toujours pour la liberté des choix. Tu peux acheter demain un joueur à 10 millions d'euros net de salaire dans ton effectif et construire le reste de l'effectif avec des joueurs très économiques. C'est le choix. Je crois que pour bien gérer un effectif, il faut se donner des règles. Il faut se donner des règles et pour avoir l'équilibre à l'intérieur d'un vestiaire, c'est important d'avoir un équilibre dans les salaires de tes joueurs. Donner des salaires adaptés à tes possibilités. Je crois que la grande crise maintenant du football, c'est lié dans une augmentation et une inflation du football, spécialement dans les salaires pendant les dernières saisons. C'est évident. Et je crois que maintenant nous sommes dans l'équilibre et dans la responsabilité, nous comme dirigeants, de chercher de trouver, de donner des salaires accords à l'économie du club et de chercher de faire une gestion du vestiaire avec une politique salariale qui soit équilibrée. Toujours, il y a un joueur qui prend beaucoup plus des autres, mais il doit se faire respecter à l'intérieur d'un vestiaire. Mais je crois que maintenant, il faut toujours actuer avec de la responsabilité. Il faut savoir qu'il y a des différentes catégories dans un vestiaire. La chose plus importante dans la gestion sportive, c'est le jour qu'un joueur il rentre dans le vestiaire, il voit tous ses coéquipiers et il dit, bon, je suis mis dans la bonne catégorie à l'intérieur du club. Ça, c'est un succès dans la gestion sportive. Et je crois que l'harmonie d'un groupe,
ça passe toujours pour une bonne politique salariale avec une intégration de tous les joueurs dans la bonne catégorie salariale. Adrien. Oui, dans les différents clubs dans lesquels vous êtes passé, ça a duré environ une année. Est-ce qu'ici à Marseille, vous comptez vous inscrire dans la durée? Bon, en année, je crois que je ne suis pas été en année. J'ai fait 3 saisons Juventus, 2 saisons Valencia. Vous savez, tout le monde sait que c'est passé à Valence. Je pouvais être là-bas beaucoup de temps, mais bon, les circonstances sont changées. Ce n'était pas ma décision. Après Sassuolo, j'ai changé après 2 saisons pour aller à la Juventus. Quelqu'un dans ma position aurait fait la même chose pour rentrer dans un club comme la Juventus. Ma intention, c'est de faire un très bon travail ici, dans le temps que c'est nécessaire, dans le temps que j'ai la confiance du propriétaire. Et ici, j'ai trouvé un club dans lequel j'ai toutes les valeurs que j'aime dans le football. J'ai trouvé un très bon propriétaire. J'ai trouvé un très bon supporter. Parce que vraiment, ça, il faut se dire les choses. Non? Quand j'ai choisi l'OM, j'ai choisi l'OM surtout pour vivre la passion de ce club. Je partage les valeurs de ce club. Je partage un grand amour pour les valeurs historiques du football. Et l'unique chose que j'ai envie, c'est de voir retourner nos supporters dans les stades pour pouvoir vivre un stade plein et pouvoir vivre les vraies émotions de ce club. Parce que je crois que tout le monde, que dans notre vie, on fait la choix de venir ici à l'OM. C'est pour vivre des émotions uniques qui sont liées à la relation avec nos supporters. Et si j'ai la possibilité, mais ça dépend toujours des résultats. C'est demain, ils n'y arriveront pas les résultats. La chose normale, c'est que le propriétaire il va perdre la confiance initiale qu'il a sur moi. Et ça dépend toujours du résultat, mais mon état d'esprit, c'est toujours de donner une grande continuité parce que j'ai la sensation d'avoir trouvé ma place dans le monde, parce que je suis très content ici en ville. Et aussi, c'est une question de responsabilité, avec la confiance que m'a donné un propriétaire, la responsabilité que c'est être le président de ce club. Maintenant, je n'ai pas adoré dans le club, je l'adorais que ça me donne les résultats. Allez, on prend les 3 dernières, Romain, Karim et Flo. Romain. Le coach nous a parlé de son objectif pour cette saison. Il nous a dit la 5e place, c'est bien, mais la priorité, c'est que les joueurs s'accaparent mon système et apprennent mon système. Donc on voit que l'un va passer en l'autre. Pour la saison prochaine, est-ce qu'il y a un objectif de fixer, puisque le système devrait être assimilé? Est-ce que c'est le podium ou est-ce que l'OM va viser, on va dire, à être un peu comme Séville en Espagne, à se dire on va essayer d'exister à travers les Coupes d'Europe, parce qu'on voit que les 3 premiers clubs là français ont beaucoup de points d'avance. Et c'est pas dit que la saison prochaine, l'OM puisse les combler comme ça? Bon, Séville, toujours cette demande au Séville, ils sont très contents de gagner l'Europa League. Ils sont les rois de l'Europa League. Mais je crois que si tu poses la question à l'intérieur du club, ils sont très contents de rentrer dans la 4e position pour jouer la Champions League, pour la stabilité économique que ça te donne, non? Notre intention toujours, et notre objectif, ça doit être toujours le podium. On travaille tous les jours avec la mentalité de rentrer dans le podium. Ça doit être l'objectif que nous nous donnons pour la prochaine saison. C'est difficile parce qu'il y a de la compétition, mais ça c'est le monde du sport. Être compétitif, avoir toujours l'objectif de te placer le plus en haut possible. Ça c'est l'objectif avec lequel on travaille dans le quotidien. Karim? Pablo, ce n'est pas le moment de faire un bilan, notamment avec le coach, Jorge Sampaoli, mais bon, vous êtes allé le chercher au Brésil. Lui, l'Argentin, il a ramené aussi beaucoup d'espoir au sein de la communauté de l'Olympique de Marseille. Les résultats, ils sont là pour l'instant, puisqu'il réalise le meilleur départ pour un entraîneur depuis Marcelo Bielsa, donc ça résonne chez les supporters. Comment est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils prennent autant ses responsabilités, mais autant de place? On voit qu'il fait beaucoup de choses, qu'il donne beaucoup de place pour les jeunes aussi à l'entraînement, puisqu'ils sont régulièrement là. C'est vraiment le Sampaoli que vous attendiez, dont vous rêviez à l'OM?
Une chose aussi, c'est que si on a la chance, ou le travail pour arriver à la chance de gagner à Strasbourg, il va être le coach qui va supérer tous les records. On espère. Et on travaille pour ça. Je suis très content avec les coachs. On s'est posé dans la conférence de presse de présentation du coach, on s'est posé la question de dire, bon, le vrai OM de Jorge, il va arriver pendant la prochaine saison avec des joueurs et des profils de joueurs adaptés dans une idée de jeu. Et maintenant, c'est un procès d'adaptation. Je n'aime pas parler de transition parce que dans l'OM, c'est impossible de parler de transition parce qu'il y a toujours une exigence très grande et on doit répondre à ce type d'exigence. Ma vision maintenant de travailler tous les jours avec Jorge, c'est très positif. Naturellement, on était dans un moment de, et on doit rappeler tout ça, un moment de très grande difficulté, parce qu'on était vraiment en difficulté. Dans le moment que Jorge est arrivé, il a changé la dynamique, il a donné de l'espoir, tu as bien dit. Et surtout, il nous a donné beaucoup de confiance à tout le monde qu'on travaille à côté de lui dans le quotidien. Il est une personne qui a très bien s'intégrer dans le club. Tous les salariés du club peuvent dire ça. Ils vivent le club. Il y a des jours qu'il est mangé aussi au centre de formation avec tous les petits ramans. Il était tous les petits ramans comme ça, qui regardaient. Ça, c'est la chose qu'on avait envie de voir au club. Et je considère que le commence de l'ERA Sampaoli au club, c'est très positif. Et je dois dire qu'on a trouvé un très bon coach, un coach qui a toutes les valeurs pour pouvoir travailler dans ce type de club. Et l'impact, pas seulement dans les résultats, que c'est une question qu'on voit dans le quotidien avec la série qu'on a fait de 16 points sur 21, mais dans la vie du club aussi, il a un impact très positif. Allez, on finit avec toi, Flo. Vous pouvez nous dire un mot sur Thiago Almada? Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse? Est-ce que l'OM a les moyens de le faire venir? Parce qu'il est quand même considéré comme une vraie pépite en Amérique du Sud. Vous savez que je n'aime pas parler de noms individuels jusqu'à l'opération est faite ou à côté d'être fait. C'est normal qu'ils vont sortir beaucoup de noms dans la presse dans ces mois, spécialement dans une période initiale. Ce que je peux confirmer, c'est qu'on travaille beaucoup maintenant dans les marchés pour nous positionner sur beaucoup de joueurs qui sont les premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir de la presse, ça sera vrai, surtout parce qu'on a déjà travaillé depuis quelques semaines dans les premiers objectifs qu'on a pour les prochaines saisons. On va faire un mix entre des joueurs expérimentés, des joueurs capables de supporter la pression que signifie porter les maillots de l'OM, mais aussi on a besoin, et ça c'est une particularité du projet, de mettre de jeunes joueurs pour valoriser le projet, pour chercher d'avoir toujours de la valeur et de la fraîcheur à l'intérieur du club. C'est de faire un mix. Pour ça que bon, il y aura des joueurs qu'on peut nominer en nombre pépites, mais il y aura aussi des joueurs expérimentés. Merci beaucoup.